Prepared by the four capable prosecutors are made to stick. It's an international criminal law. Le 20 novembre 1945, 20 hommes descendirent en ascenseur de la prison jusqu'à la salle 600 du palais de justice de Nuremberg. Ils avaient gouverné l'Europe pendant 12 ans. Ils avaient déclenché une guerre qui tua 60 millions de personnes et ordonné l'extermination systématique de 6 autres millions. Ce matin-là, ils s'assirent sur un banc en bois face à 8 juges de 4 pays différents et écoutèrent la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux. Jamais auparavant, quelque chose de semblable ne s'était produit. Que les dirigeants d'un État soient jugés publiquement pour les crimes commis au nom de cet État était une idée sans précédent dans le droit international. Winston Churchill voulait les fusiller sans procès. Staline avait proposé à Téhéran l'exécution sommaire de 50 000 officiers allemands. Le juge américain Robert H. Jackson, qui organisa l'accusation, imposa le procès avec un argument qui scandalisa la moitié de la profession juridique. Si la civilisation n'était pas capable de répondre à ces crimes par la loi, elle ne survivrait pas à leur répétition. Il y avait un problème technique. Il n'existait aucune norme antérieure qui qualifie comme délit la guerre d'agression ni l'extermination d'une population civile. Jackson le résolut de manière radicale. Les normes seraient créées pendant le procès lui-même, à partir des principes généraux de la morale internationale. 4 nations jugeraient au nom de toute l'humanité. Pour parvenir à ce banc des accusés, il fallait d'abord les capturer. Et pour les capturer, quelqu'un devait avoir la cage prête avant la fin de la guerre. Cet homme était le colonel Burton C. Andrus. Le 2 octobre 1944, à 10 heures du matin, un convoi de jeeps militaires américains entra à Mondorf-les-Bains, un village de 1200 habitants dans le sud du Luxembourg, libéré par les forces alliées à peine quelques semaines auparavant. Du véhicule de tête descendit un colonel de cavalerie portant un casque d'un vert éclatant, une teinte que personne n'avait jamais vue dans les sections du front. Il s'appelait Burton C. Andrus. Il avait des moustaches de Sud-Américain et ses yeux gris se cachaient derrière d'épaisses lunettes sombres. À la main, il tenait une brochure avec 2 noms notés, l'Hôtel International et l'Hôtel Palace. Il inspecta le premier à pied. Il était encaissé entre de vieilles maisons qui laissaient à peine une ruelle libre autour de la façade. Peu de visibilité, peu de lignes de tir, trop d'angles morts. Il secoua la tête, remonta dans la Jeep. La petite colonne tourna à gauche et avança sur l'avenue Marie-Adélaïde jusqu'à ce que, derrière un groupe de vieux hêtres et un jardin un peu négligé, apparaisse un imposant bâtiment ocre de 4 étages. C'était le Palace, un hôtel de luxe de 50 chambres, propriété d'un commerçant de Cologne. Andrus en fit le tour à pied, l'examina sous tous les angles, calcula les distances et les champs de vision. Il se décida en quelques secondes. Cette visite n'était pas une inspection hôtelière. C'était la fondation de la première prison conçue pour contenir les hommes les plus dangereux du monde. À ce moment-là, le 2 octobre 1944, les avant-gardes américaines n'avaient dépassé que de 45 km la ligne Siegfried, la chaîne de fortifications allemandes qui courait au nord de Trèves. Berlin se trouvait à plus de 600 km, avec des dizaines de batailles et des dizaines de milliers de morts à venir. La guerre avait encore 7 mois à vivre. Mais le colonel Andrus n'attendit pas. Il était, selon les propres registres de l'armée américaine, l'officier le plus obstiné de toute l'institution. Et il avait compris avant tout le monde une chose. Si l'on voulait juger les dirigeants du Troisième Reich, il fallait avoir l'endroit prêt avant de les capturer, pas après. L'opération reçut le nom de code « Opération Mondorf » et fut entourée du secret le plus strict. Le nom du village disparut des écrits, des journaux et des communications militaires. Dans toute la zone, un couvre-feu fut instauré de 7 heures du soir à 7 heures du matin. Quiconque était surpris avec un appareil photo était arrêté et soumis à un tribunal militaire. Des contrôles permanents empêchaient l'accès à tout curieux. Mondorf-les-Bains cessa d'exister sur les cartes. Sa seule identité était un sigle militaire, APO 513 US Army. Andrus mobilisa un bataillon entier du corps du génie. Il répartit ses hommes dans 4 hôtels du village. Lui et la compagnie A au Terminus, la compagnie B au Grand Cher, la C au Bristol, la D au Windsor.
Le palace était réservé aux futurs prisonniers, et Andrus y consacra toute sa minutie. Le vitrier local Silver Leinster fut engagé pour réparer toutes les fenêtres que les combats récents avaient brisées. Un groupe de forgerons et de maçons ferma chaque ouverture, chaque ventilation, chaque passage avec des barreaux de fer massifs. Autour de l'hôtel fut érigé un double enclos de poteaux et de fils barbelés. 4 tourelles, 2 sur la façade et 2 sur les flancs, abriteraient chacune une section de mitrailleuses. Les ingénieurs installèrent des projecteurs électriques de manière à ce que le bâtiment entier soit constamment baigné de lumière pendant la nuit. Sur le toit, ils installèrent une puissante alarme électrique. Et enfin, pour que rien de tout cela ne soit visible de l'extérieur, ils recouvrirent les poteaux et le fil de bâche de camouflage. L'ensemble des travaux fut achevé en moins de 6 jours. Andrus avait sa prison, mais son premier prisonnier n'arriverait que le printemps suivant, et les mois d'attente furent loin d'être tranquilles. La plus grande chasse de l'histoire. Le 7 mai 1945, l'Allemagne signa sa reddition inconditionnelle à Reims. 3 jours plus tard, le 10 mai, le feldmaréchal Wilhelm Keitel répéta la signature à Berlin devant les représentants soviétiques. La guerre en Europe était terminée. Les listes de recherche élaborées par les services de contre-espionnage alliés, avec photographies et fiches de renseignements sur chaque cible, passèrent d'un exercice de planification à un ordre d'opérations actif. Mais 2 des noms qui devaient occuper les places les plus importantes sur le futur banc des accusés n'existaient plus. Adolf Hitler était mort le 30 avril 1945 dans le bunker de la chancellerie de Berlin. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, tomba le jour suivant avec son épouse. Les soviétiques présentèrent le corps carbonisé de Goebbels comme preuve photographique. Quant à Hitler, aucun cadavre vérifiable ne fut retrouvé pendant des décennies. 2 noms de la liste, cependant, étaient déjà entre les mains des Alliés avant la fin de la guerre. Rudolf Hess, ancien numéro 2 du parti nazi, avait été prisonnier en Grande-Bretagne pendant 4 ans depuis ce vol solitaire du 10 mai 1941 où il avait atterri en Écosse pour ce qu'il décrivait comme une mission personnelle de paix. En l'apprenant, Hitler déclara que Hess était fou. La mission n'avait servi à rien. Hess resta sous la garde britannique dans différentes installations jusqu'au 8 octobre 1945, date à laquelle il fut transféré par avion à Nuremberg. Hans Fritzsche, commentateur officiel de Radio Berlin et voix reconnaissable par des millions d'Allemands, se rendit le 2 mai 1945 au quartier général du maréchal soviétique Georgi Zhukov pour offrir formellement la reddition de la capitale. La reddition avait déjà été signée par le général Helmut Weidling, mais Fritzsche ne le savait pas, ou cela importait peu. Il fut envoyé par avion à la prison de Loubianka à Moscou, où il resta jusqu'à son transfert à Nuremberg. Les autres se trouvaient quelque part dans l'Allemagne en train de s'effondrer, mêlés à des millions de prisonniers et de déplacés. Trouver un individu spécifique dans ce chaos était une entreprise extraordinairement difficile. Mais les services alliés avaient préparé les listes pendant des années, et au printemps 1945, ils disposaient de photographies, d'enregistrements vocaux, de descriptions physiques détaillées et de réseaux d'informateurs. Le premier personnage important à tomber fut Franz von Papen. Von Papen, ancien chancelier de l'Allemagne entre juin et novembre 1932, est l'un des politiciens conservateurs qui avaient facilité l'ascension d'Hitler au pouvoir en se persuadant qu'il pourrait le contrôler, s'était réfugié dans la Ruhr avec sa famille lorsque le 9e armée américaine progressa dans cette région. Il choisit non pas le château du comte Max von Stockhausen, son gendre, mais une cabane au milieu de la forêt voisine. Le 1er avril 1945, dimanche de Pâques, une patrouille de police militaire américaine découvrit le refuge. Un sergent entra, pistolet à la main, et arrêta tous les présents. Von Papen montra ses papiers. La réponse fut catégorique. « Gardez-les, vous êtes un prisonnier comme les autres. » Von Papen protesta en disant qu'il n'était pas soldat, qu'il avait plus de 65 ans. « Cela m'est égal, » répondit le sergent. Le 6 mai, les Français localisèrent le baron Constantin von Neurath dans leur zone d'occupation. Von Neurath avait été le ministre des Affaires étrangères nazi, poste qu'il occupa de 1932 à 1938 avant d'être remplacé par von Ribbentrop, puis protecteur du Reich en Bohême et Moravie, où il supervisa la répression de la résistance tchèque.
Ce même 6 mai, les Américains trouvèrent Hans Frank à Berchtesgaden, confondu parmi environ 2000 prisonniers que les officiers du 7e armée américaine s'efforçaient d'identifier et de cataloguer. Frank avait été le gouverneur général de la Pologne occupé depuis octobre 1939, directement responsable des politiques qui décimèrent la population juive et polonaise du pays. Son surnom parmi la résistance était le « bourreau de Varsovie ». Vers 11 heures du soir, le capitaine Gordon James Broadhead, chef de l'administration militaire de la zone, fut réveillé par un appel téléphonique. Un homme se présentant comme Hans Frank avait tenté de se retirer. Broadhead intervint personnellement et organisa les premiers soins. Frank survécut, mais sa main gauche resta partiellement paralysée de façon permanente. Le lendemain, le 7 mai, une patrouille du 5e armée américaine trouva près de Munich Wilhelm Frick, qui avait été ministre de l'Intérieur nazi, l'homme qui avait signé les lois de Nuremberg de 1935 qui dépouillèrent les Juifs allemands de leur citoyenneté, puis protecteur du Reich en Bohême et Moravie en remplacement de von Neurath lui-même. Une section britannique captura ce même jour Fritz Sauckel, plénipotentiaire général pour le travail en Allemagne, l'homme qui avait organisé le recrutement forcé et la déportation d'environ 8 millions de travailleurs provenant de toute l'Europe occupés pour être employés dans les usines du Reich. Et une vedette côtière de la Marine royale canadienne intercepta en mer du Nord Arthur Seyss Inquart, commissaire du Reich pour les Pays-Bas, qui se trouvait à bord d'une vedette torpille tentant de rejoindre les Pays-Bas et qui venait de rencontrer Dönitz à Flensburg avant de prendre la fuite. Le 9 mai, ce fut le tour d'Hermann Göring. Le maréchal du Reich, dans le Tyrol autrichien, avait envoyé en avant son aide de camp, le colonel Bernhard von Brauchitsch, vers les positions de la 36e division américaine pour annoncer que Göring souhaitait se rendre personnellement et parler directement avec le général Eisenhower. L'idée était de se présenter non pas comme prisonnier, mais comme interlocuteur politique. Il était convaincu que les Américains auraient besoin de lui pour négocier avec ce qui restait de l'Allemagne, qu'il avait un rôle à jouer. Il se rendit finalement au général de brigade Robert J. Stack à Kitzbühel. Ce qu'il portait avec lui constituait l'inventaire des excès d'une vie construite sur le pillage, une quantité considérable de stupéfiants. Il était depuis des années dépendant de la dihydrocodène, un opioïde synthétique, une trousse avec crèmes et lotions pour le visage et les mains, des pyjamas en soie, 4 montres, de grosses bagues ornées de rubis, d'émeraudes et de diamants. Une émeraude non sertie qu'il utilisait comme amulette personnelle et un étui à cigarette en or. Sur sa poitrine étaient suspendues 12 médailles qui lui furent retirées dès son arrivée à la base alliée de Kitzbühel. On lui prit également le pistolet qu'il portait. Göring le remit avec un geste cérémonial, comme s'il conservait d'une certaine manière l'autorité de décider quand et comment il cédait ses armes. Le 10 mai, ce fut le tour de Hjalmar Horace Greeley-Schacht, ancien président de la Reichsbank et ministre de l'économie, le financier qui avait conçu le mécanisme de réarmement clandestin du Reich dans les années 30. Sa capture fut, en comparaison, presque comique. On le trouva dans un camion, voyageant avec un groupe d'anciens prisonniers politiques français, récemment libérés d'un camp de détention allemand. Les anciens présidents du Conseil français, Édouard Daladier, Léon Blum et Paul Reynaud, partageaient le véhicule avec le général Maurice Gamelin et l'ancien régent hongrois, l'amiral Miklos Horthy. Schacht, l'un des architectes de l'État nazi, arriva entre les mains des Américains aux côtés de ses propres victimes. Le 1er mai, les Soviétiques avaient découvert à Berlin le ministre de l'économie du Reich, Walter Funk, caché parmi le personnel de l'ambassade japonaise dans la ville. Funk, qui avait remplacé Schacht à la Reichsbank en 1939 et avait été informé que les métaux précieux, devises et autres objets de valeur volés aux victimes des camps de concentration étaient déposés à la banque sous sa gestion, espérait que la neutralité diplomatique japonaise le protégerait. Elle ne le protégea pas. Le 12 mai, à 11h30, le major général américain Lowell Rooks convoqua le feldmaréchal Wilhelm Keitel à bord de l'ancien paquebot Patria, ancré dans le fjord de Flensburg, à l'extrême nord de l'Allemagne. Rooks lui accorda 1h30 pour se préparer. Il pouvait emmener son aide de camp personnel et un bagage dont le poids total ne dépassait pas 150 kilos. Keitel arriva à l'aérodrome de Flensburg dans sa voiture particulière, accompagné du général allemand Detlefsen.
En montant dans l'avion militaire britannique qui l'attendait, il salua les présents en agitant son bâton de maréchal incrusté de brillants. C'était le symbole du plus haut grade militaire allemand. Sa carrière d'officier de la Wehrmacht prit fin avec ce geste. Le ver et ses pièges. Après la capture de Keitel, 3 jours passèrent sans nouvelles. Les autres semblaient s'être volatilisés. Le 15 mai, les arrestations reprirent. Le premier ce jour-là fut Ernst Kaltenbrunner, chef de l'Office central de la sécurité du Reich, l'institution qui regroupait la Gestapo, le SD, les polices de sécurité et tous les appareils de répression et de renseignement de l'État nazi. Kaltenbrunner avait remplacé Reinhard Heydrich après son assassinat à Prague en juin 1942. Il était, dans la chaîne de commandement de la terreur nazie, l'homme le plus directement responsable du fonctionnement des camps d'extermination après Himmler. Mesurant près de 2 mètres, son visage portait les cicatrices de ses duels étudiants en Autriche et, selon la description de l'historien John Wheeler Bennett, c'était un homme à l'aspect de visage de cheval et aux mains d'étrangleur. Kaltenbrunner s'était caché à Althaussee, une petite localité du Salzkammergut autrichien, à une 40aine de kilomètres de Salzbourg, célèbre avant la guerre pour ses mines de sel et son paysage alpin. Là, à l'hôtel Am See, transformé en hôpital des SS, il prévoyait de subir une opération de chirurgie esthétique pour modifier ses traits les plus reconnaissables. Mais au dernier moment, il eut peur d'être identifié sur la table d'opération, inconscient et à la merci de celui qui l'opérerait. Une nuit, il s'enfuit dans la forêt, comme von Papen avant lui. Quelqu'un de la région le reconnut et le dénonça aux autorités alliées pour gagner les faveurs des occupants. Il fut arrêté sans résistance. Le même 15 mai, des paysans d'un village au sud de Berchtesgaden indiquèrent au commandement de la 101e division aéroportée américaine que le docteur Robert Ley, chef du Deutsche Arbeitsfront, le syndicat unifié du Reich qui avait absorbé de force tous les syndicats indépendants allemands en 1933, se trouvait dans une petite maison isolée. Ley avait été l'un des membres les plus proches du cercle intime d'Hitler tout au long du nazisme, et dans son testament politique, le Führer lui-même l'avait confirmé comme chef du front du travail. Les soldats de la 101e trouvèrent un vieil homme assis sur son lit, barbe non rasée, tremblant, vêtu d'un pyjama bleu. « Êtes-vous le docteur Ley » demanda le chef de la patrouille. « Non, vous vous trompez. Je suis le docteur Ernst Distel. »« D'accord. C'est la même chose. Venez avec moi. » Au poste de commandement de la division, l'homme nia obstinément. Les Américains, qui le cherchaient depuis des mois, firent entrer dans la pièce un vieil homme de presque 80 ans nommé Frank Xavier Schwarz, trésorier général du Parti national-socialiste depuis 1925, arrêté quelques jours plus tôt. En voyant l'homme en pyjama, Schwarz ne put contenir sa surprise. « Regarde, le docteur Ley est aussi ici !» Le dignitaire se rendit à l'évidence. « Ils ont gagné !» dit-il de mauvaise humeur. Le même jour, à Flensburg, un groupe de recherche britannique inspecta l'hôpital de la marine allemande en passant patient par patient. Ils trouvèrent au lit, avec une entorse à la clavicule, le philosophe officiel du nazisme, Alfred Rosenberg. Auteur de Le mythe du XXe siècle, le texte pseudo-philosophique censé fournir un fondement intellectuel à l'idéologie raciale nazie, Rosenberg avait également été responsable du pillage systématique du patrimoine artistique et culturel des territoires occupés à l'Est et la principale figure administrative des territoires soviétiques occupés. Le commandant Coogan de l'armée américaine, chargé de passer en revue les documents nazis confisqués, le décrivit ensuite. Ce que nous avons trouvé dans ses journaux et sa correspondance suffisait à lui seul à le conduire à la potence. Cela démontrait sa responsabilité directe dans le massacre de millions de Juifs et de déportés. Le lendemain, le 16 mai, à Flensburg toujours, les Britanniques arrêtèrent le grand amiral Karl Dönitz, le général Alfred Jodl et le ministre de l'Armement Albert Speer. Les 3 avaient fait partie du cabinet fantôme que Dönitz avait présidé dans les derniers jours du Reich, convoquant des réunions quotidiennes sur un navire dans le fjord de Flensburg sans plus aucun pouvoir réel. Dönitz avait préparé 12 valises pour le transfert. On ne lui permit d'en emporter qu'une seule. Alors qu'on l'escortait dans la rue jusqu'au véhicule qui devait l'emmener à l'aérodrome, des soldats et marins allemands qui le voyaient passer se mettaient au garde à vous et le saluaient.
Dönitz répondait, la tête haute. C'était le dernier acte d'une autorité désormais disparue. Presque à la même heure où Kaltenbrunner tombait entre les mains des Américains en Autriche, à plus de 1000 km au nord, dans la périphérie de Bremervörde, une patrouille britannique de routine arrêta à un contrôle un homme à l'apparence ordinaire, à la tête rasée et portant un cache-œil. L'homme présenta des documents au nom de Heinrich Hitzinger, agent de sécurité sur le terrain. Le nom n'apparaissait sur aucune liste, mais quelque chose chez cet homme interpella l'officier britannique. Il fut conduit pour interrogatoire. C'était Heinrich Himmler, le chef des SS, l'architecte de l'Holocauste, l'homme qui avait supervisé l'assassinat industriel de 6 millions de Juifs ainsi que de millions de Slaves. Tsiganes, prisonniers de guerre soviétiques et opposants politiques, avait vainement tenté de rejoindre le gouvernement de Dönitz à la fin de la guerre. Dönitz l'avait refusé. Himmler avait également demandé à être nommé négociateur avec les Alliés. Il fut également rejeté. Déguisé en simple soldat, avec de faux documents et un cache-œil dissimulant l'œil gauche, il tentait de franchir les lignes alliées et de disparaître dans l'Allemagne d'après-guerre. Lors de l'interrogatoire, avant que les Britanniques ne puissent obtenir des informations utiles, Himmler mordit une capsule qu'il avait cachée entre ses molaires. La capsule avait échappé aux fouilles corporelles car Himmler l'avait dissimulée dans une cavité dentaire spécialement aménagée à cet effet. Il mourut en quelques minutes. Son corps resta 2 jours sur le sol de la pièce où il était mort, dans une maison réquisitionnée près de Lunebourg, sans cercueil, sans pierre tombale, sans nom gravé nulle part. Il fut enterré dans une fosse creusée sur une colline boisée. Aucun des présents ne parla pendant l'enterrement. Une fois terminé, un soldat britannique rompit le silence par une phrase en anglais. « Let the worm go to the worms », que le ver retourne au ver. La recherche se poursuivait. 3 noms importants manquaient encore. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes pendant une décennie, et le grand amiral Erich Raeder, prédécesseur de Dönitz, à la tête de la Kriegsmarine. Moscou protestait contre le retard. Staline alla jusqu'à accuser formellement les Anglo-Américains de sabotage délibéré pour protéger les fugitifs. Von Schirach se révéla être le plus curieux à capturer. Il s'était laissé pousser la moustache, s'était procuré de faux documents au nom d'Arthur Falk et s'était réfugié dans la ville tyrolienne de Schwaz, près d'Innsbruck. Il connaissait un peu l'anglais et se proposa comme interprète volontaire auprès des Américains de la zone. Le jour, il travaillait avec eux, traduisant et facilitant la communication avec la population locale. La nuit, dans sa chambre, il écrivait ses mémoires dans un épais journal qu'il avait camouflé sous le titre « Le secret de Myrna Loy », empruntant le nom de l'actrice américaine à la mode. Une dissimulation qui en disait long sur son état d'esprit. Entouré d'Américains, il faisait semblant d'être l'un des leurs tout en écrivant pour la postérité. Mais lorsque l'information arriva que tous les chefs de la Hitlerjugend avaient été arrêtés et que même de jeunes militants des jeunesses avaient été emprisonnés, quelque chose se brisa en lui. Lui avait été le chef. Il leur avait donné une idéologie, les avait formés, les avait envoyés mourir. Et maintenant, il se cachait. Le 5 juin 1945, il se présenta volontairement au commandant américain du Tyrol. Von Ribbentrop fut trahi par le champagne. Depuis le 20 avril 1945, l'ancien ministre des Affaires étrangères vivait au 5e étage d'un immeuble modeste à Hambourg, sous le faux nom de Ries, dans l'appartement d'une femme divorcée de 35 ans dont les registres n'ont pas conservé l'identité. Il passait presque 2 mois sans que personne ne le reconnaisse. Mais dans sa jeunesse, avant d'entrer en politique, von Ribbentrop avait travaillé comme représentant pour une entreprise d'importation de vin en Allemagne et au Canada, où il avait également été employé sur les voitures-lits. Cette connaissance œnologique accumulée pendant des années devint la faille dans sa couverture. Un jour, il entra dans une taverne et commença à disserter avec tant d'érudition et d'enthousiasme sur les variétés de champagne français et leurs méthodes de fabrication que le propriétaire du lieu devint méfiant et avertit la police britannique. Personne qui n'était que Ries ne parlait ainsi du vin. À l'aube du 14 juin 1945, 4 soldats et un sous-lieutenant anglais entrèrent dans l'appartement. Von Ribbentrop portait un pyjama à rayures rouges et blanches. Il se montra visiblement mal à l'aise par la présence de la femme lors de la perquisition.
On lui trouva collé sur la peau de l'abdomen, fixé avec du sparadrap, une capsule de cyanure de potassium. Il remit également 3 lettres qu'il avait écrites, adressées au maréchal Bernard Montgomery, au ministre des Affaires étrangères Anthony Eden et au Premier ministre Winston Churchill. Sur l'enveloppe destinée à Churchill, il y avait une erreur que les enquêteurs britanniques trouvèrent révélatrice. L'homme qui avait été ambassadeur à Londres entre 1936 et 1938 et qui avait rencontré personnellement Churchill à de nombreuses reprises avait écrit Vincent Churchill au lieu de Winston. Le dernier à être capturé fut Eric Raeder. Les Soviétiques avaient tellement protesté contre le retard de sa localisation que les services anglo-américains commencèrent à soupçonner que Moscou le cachait délibérément pour en faire une monnaie d'échange lors des négociations d'après-guerre. La réalité s'avéra beaucoup plus banale. Raeder vivait tranquillement avec son épouse dans le secteur soviétique de Berlin, dans son domicile habituel, sans déguisement, sans faux documents, n'ayant jamais quitté l'endroit où il avait toujours vécu. Les Soviétiques eux-mêmes ne l'avaient simplement pas cherché là. Le 23 juin 1945, presque 2 mois complets après la capitulation allemande, 6 officiers de l'armée rouge se présentèrent chez lui, l'arrêtèrent et le déportèrent avec son épouse à Moscou, où il fut maintenu en isolement dans une prison pendant 15 jours avant d'être finalement transféré à Nuremberg. Le palace qui est devenu une cage. L'aérodrome de la capitale du Grand-Duché de Luxembourg avait de plus en plus de trafic. Des avions alliés arrivaient et partaient jour et nuit. Le samedi 12 mai arriva le Feldmarschall Keitel. Le premier de tous avait été Arthur Seyss-Inquart, transféré directement depuis Flensburg. Et ensuite, au cours des semaines suivantes, un par un, en voiture ou en camion, toujours escortés par des jeeps avec des mitrailleuses sur les côtés, tous les dirigeants capturés parcoururent la route étroite et sinueuse menant à Mondorf-les-Bains. Dans l'Europe détruite, cet hôtel était une anomalie qui perturbait ceux qui le connaissaient. Il avait l'électricité, de l'eau courante chaude et froide, des ascenseurs fonctionnels, des nappes blanches sur les tables, des draps et pyjamas renouvelés quotidiennement, des lampes sur les tables de nuit et un parc arboré pour se promener. Le capitaine médecin, Clint L. Miller, avait installé des cabinets avec un équipement suffisant pour une intervention chirurgicale d'urgence. Dans tout le Luxembourg, il n'y avait aucune installation médicale comparable. Les prisonniers étaient régulièrement visités par des médecins et soumis à de multiples interrogatoires, mais dans l'intervalle, tout observateur externe pourrait confondre cet endroit avec un spa. Les invités étaient appelés « Mister » par les soldats américains. Ils mangeaient au rez-de-chaussée dans une grande salle à manger servie par 6 serveurs allemands en veste blanche, Joseph Jackesch, Theodor Kemma, Wilhelm Gierlich, Joseph Mayer, Otto Henke et Bernhard Janssen, tous prisonniers de guerre sélectionnés par le colonel Andrus pour leur fiabilité. Des mitrailleuses étaient rechargées dans les tourelles. La nuit, les projecteurs illuminaient sans cesse chaque recoin du jardin et toute la façade du palace. Et l'enceinte double de fils barbelés recouverte de toiles de camouflage restait en place, invisible depuis la rue. À Göring, arrivé le 21 mai, fut assignée la plus grande chambre du bâtiment, au 3e étage. Les 6 serveurs allemands logeaient directement à l'étage supérieur. « Nous dormons au-dessus du gouvernement », commentaient-ils entre eux avec une ironie sincère. Dönitz avait une chambre contiguë à celle de Göring. Von Ribbentrop, une très petite chambre à l'étage supérieur. Le seul à ne pas cohabiter avec les autres était Franz von Papen, logé pour des raisons que le colonel Andrus n'expliqua jamais, à l'hôtel Emmeridinger, à une certaine distance du palace. Chaque prisonnier avait un gardien personnel qui le suivait discrètement. Celui de Göring était un sergent d'origine grecque, que tous appelaient Phil. Le maréchal du Reich fut immédiatement soumis à une désintoxication rigoureuse des opiacés. Il prenait depuis des années des doses massives de dihydrocodone, un analgésique synthétique qui lui avait été prescrit initialement après avoir été gravement blessé en 1923 lors du putsch raté de la brasserie de Munich et dont la dépendance avait augmenté jusqu'à consommer 20 comprimés ou plus par jour. En quelques semaines, il perdit beaucoup de poids et retrouva de l'agilité. Il commença à fumer de gros cigares Wolf fabriqués à Hambourg, qu'il offrait souvent à son gardien Phil. Lors d'une inspection de routine de sa chambre, une capsule de cyanure de potassium fut découverte et confisquée.
Andrus savait que le maréchal en avait d'autres cachés quelque part sur sa personne ou dans la chambre. Il ne parvint jamais à toutes les trouver. La vie du palace était régie par un code de sonnerie installé au plafond des couloirs et des chambres. Une sonnerie le matin pour se lever, 2 pour l'hygiène personnelle, 3 pour descendre au petit déjeuner au rez-de-chaussée. À midi et le soir, 2 sonneries pour se préparer, 3 pour descendre à la salle à manger. Une sonnerie longue et soutenue après la tombée de la nuit indiquait le couvre-feu. Toutes les lumières des chambres devaient être éteintes, tandis que les projecteurs extérieurs étaient allumés au maximum. Les prisonniers faisaient de longues promenades dans le parc pendant les heures autorisées, se regroupant naturellement par affinité ou par besoin de ne pas être seuls. Göring, de plus en plus maigre et lucide à mesure que la désintoxication avançait, fumait et ne cachait pas son irritation. « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, alors qu'il y a tant à faire en Allemagne. » Dönitz protestait qu'on voulait le juger simplement pour avoir assumé la tête de l'État au moment de l'effondrement, quand personne d'autre ne voulait assumer cette responsabilité. Von Ribbentrop, Baldur von Schirach et d'autres discutaient vivement, parfois même en riant, tandis que les Américains les observaient sans intervenir. Hjalmar Schacht, le banquier au quotient intellectuel le plus élevé du groupe, 143 points selon les tests administrés pendant sa détention, refusait de se mêler à la majorité de ses compagnons. Il distinguait ceux qu'il considérait comme des « gentlemen » comme von Papen et von Neurath, avec qui il souhaitait entretenir des relations, et les autres, qu'il décrivait sans détour comme des criminels. Il cherchait à avoir le moins de contacts possible avec le groupe majoritaire. Le 28 juillet 1945, lors d'un violent orage qui secoua Mondorf-les-Bains, Göring se mit à transpirer abondamment et s'évanouit dans sa chambre. Son pouls était à peine perceptible. Le médecin, appelé en urgence, crut un instant que le maréchal pouvait mourir sur place. La désintoxication accélérée avait profondément affaibli un organisme qui, pendant des années, avait dépendu des opiacés pour fonctionner. Göring se rétablit après plusieurs injections. Le médecin réduisit sa ration quotidienne de cigares de 20 à 12 et lui prescrivit du repos. Le 10 août arriva la nouvelle d'Hiroshima. Le lieutenant-colonel Owen la communiqua personnellement à Göring. La première réaction du maréchal fut catégorique. « Je ne le crois pas. » L'officier lui tendit le numéro du journal Stars and Stripes avec les détails du bombardement. Göring lut en silence et murmura « C'est formidable, mais je ne veux pas me mêler de ces problèmes. Je suis sur le point de disparaître de ce monde. » Dönitz, qui écoutait la conversation, commenta que l'Allemagne avait également travaillé sur le problème atomique, mais qu'il lui avait manqué les matériaux nécessaires, et ajouta qu'il frissonnait à l'idée que les Américains auraient pu lancer cette bombe sur l'Allemagne. Von Ribbentrop, également présent, dit « C'est une révolution. Maintenant, personne ne sera assez stupide pour commencer une autre guerre. » Puis Dönitz prit le journal et le traduisit à voix haute de l'anglais pour ceux qui ne comprenaient pas la langue. Les autres écoutèrent en silence. 2 jours plus tard, le groupe de détenus sortit sur les balcons et terrasses du palace, torse nu, pour prendre le soleil comme n'importe quel après-midi. En quelques semaines, tous avaient la peau bronzée. Aucun d'eux ne semblait comprendre ou vouloir comprendre ce qui se préparait à 350 km de distance. Le passage traumatisant d'un pouvoir qui, dans ses intentions, devait durer 1000 ans à une prison-hôtel, n'avait en rien atténué le caractère de ces hommes. Les feldmarschall Keitel, Jodl et d'autres hauts gradés militaires présentèrent des plaintes formelles au colonel Andrus, car ils considéraient indigne de devoir s'occuper eux-mêmes du nettoyage de leurs cellules. Ils firent appel à la Convention de Genève. Andrus répondit par écrit en leur rappelant qu'un groupe d'officiers américains prisonniers dans des camps nazis avait simplement demandé à être fusillés plutôt que torturés et que le commandant du camp avait répondu par un seul ordre « Fouet, encore des fouets ». Keitel, en particulier, semblait avoir oublié que lorsqu'on lui fit remarquer que ses ordres d'exécuter des pilotes anglais échappés d'un camp de prisonniers violaient le droit international, sa réponse avait été « Je crache dessus ». L'Europe que ces hommes avaient construite s'effondrait autour d'eux, et eux, ils demandaient des draps propres. Ceux qui se sont brisés avant de commencer. Tous les dirigeants n'arrivèrent pas intacts au banc des accusés. Le commandant américain de la 101e division aéroportée, le général Blitt,
circulait dans les environs de Berchtesgaden lorsqu'il dut s'arrêter sur une route où un vieil homme peignait avec sa palette et son chevalet. Le commandant le salua. L'homme à longue barbe blanche rendit le salut. Mais quelque chose dans ce visage lui semblait familier. Il avait vu cette photographie dans tous les bureaux alliés. « Vous ressemblez à Julius Streicher, vous savez ?» dit Blitz soudain. Le vieil homme pâlit. « Vous me connaissez ?» Streicher fut arrêté sur le champ. Il demanda la permission de changer ses chaussures avant de partir. C'était l'homme qui, pendant des décennies, avait dirigé le journal antisémite Der Stürmer, celui qui avait publié en couverture des caricatures de juifs dévorant des enfants chrétiens, celui qui avait incité depuis les pages imprimées à l'extermination systématique avec une constance que même ses propres coreligionnaires trouvaient embarrassante. Retiré de son poste de Gauleiter de Franconie en 1940 à cause de scandales de corruption et de conduite dépravée que Hitler lui-même jugea inacceptables, il avait passé les dernières années de la guerre dans sa propriété de Pleikershof, peignant des aquarelles et écrivant des mémoires que personne ne publierait. C'est là qu'on le trouva. Le cas de Gustav Krupp von Bohlen d'Albach, le roi de l'acier et des canons, fut différent. Le procureur en chef américain Robert Jackson avait exigé dès le début qu'un représentant de l'industrie lourde allemande siège au banc. Krupp était le nom évident. Son entreprise avait fabriqué les canons du Kaiser pendant la Première Guerre mondiale, avait en partie financé la montée du nazisme, et pendant la seconde conflagration, ses usines avaient fonctionné avec des dizaines de milliers de travailleurs esclaves provenant des camps de concentration, y compris des prisonniers d'Auschwitz transférés spécifiquement pour travailler dans ces installations d'Essen. Jackson décrivit la croissance de l'empire Krupp devant le tribunal avec des chiffres précis. En 1935, l'actif net de l'entreprise était de 57 millions de marks. En 1941, il était monté à 111 millions. La valeur de ces usines, estimée à 76 millions en 1937, atteignit 237 millions en 1943. C'était l'enrichissement de celui qui avait misé sur le bon régime au bon moment. Mais Krupp n'était pas en état d'écouter ces chiffres. En 1944, il avait subi un accident vasculaire qui paralysa la moitié de son corps. En novembre de cette année-là, dans le parc de son château de Blunbach, en Autriche, il tomba. La voiture qui l'emmenait à toute vitesse à la clinique freina brusquement pour éviter un accident et Krupp se cogna le front et le nez contre une barre de fer du véhicule. Depuis, son état se détériora. 6 médecins alliés, un Britannique, un Américain, un Français et 3 Soviétiques, se rendirent à l'été 1945 à l'hôtel où son épouse Bertha l'avait fait hospitaliser. Ils trouvèrent un homme pâle comme du parchemin, presque sur les os, aux yeux enfoncés. Il articulait seulement un guttural Guten Tag et, lorsque quelque chose le dérangeait, un murmuré « Donnerwetter ». Il ne parvenait ni à se redresser ni à s'asseoir sur le lit. Il subit passivement tous les examens sans prononcer un mot. Les médecins signèrent un certificat unanime. Gustav Krupp ne comparaîtrait jamais devant aucun tribunal. Le président du tribunal, Lord Geoffrey Lawrence, lut en salle un document trouvé dans le dossier. Une lettre datée du 24 juillet 1942, adressée par Krupp à Hitler, dans laquelle le roi de l'acier annonçait au Führer que le célèbre canon Gustav avait réussi tous les essais et pourrait être utilisé lors du siège de Leningrad. La salle écouta en silence. Puis Lawrence referma le dossier et passa aux autres affaires du jour. Le procureur français Charles Dubost proposa à ce moment-là une solution qui provoqua l'une des rares scènes d'humour involontaire du procès. Le tribunal ne pourrait-il pas poursuivre, au lieu de Gustav Krupp, son fils Alfred Jr. Le juge Henri Donnedieu de Vabre, représentant français au tribunal, referma brusquement son carnet à couverture noire et se tourna vers son compatriote. « Pensiez-vous vraiment, monsieur Dubost, suggérer au tribunal de remplacer un nom par un autre dans l'acte d'accusation » Dubost rougit. « Vraiment, nous pensions... » Lawrence l'interrompit d'un seul mot. « Merci. » Le médecin légiste du procès, le capitaine Najib Klan de Cambridge, ne parviendrait pas à examiner le cerveau de Krupp. Il examinerait en revanche celui d'un autre. Dans la nuit du 25 octobre 1945, Robert Ley se pendit dans sa cellule. Ley était le chef du Deutscher Arbeitsfront, le syndicat unifié que le régime avait créé le 2 mai 1933,
Le jour suivant l'occupation par la Gestapo de tous les sièges syndicaux indépendants allemands et l'arrestation de leurs dirigeants. Lui-même avait proclamé ce jour-là aux travailleurs allemands que leurs institutions étaient sacrées pour les nationaux-socialistes et que personne ne leur prendrait ce qu'ils possédaient. 24 heures plus tard, c'était lui qui avait tout confisqué. Ce même jour de mai 1933, tandis que la radio retransmettait le grand acte de la fête du travail sur l'aérodrome de Tempelhof devant 1 million de participants, les SS occupaient déjà les sièges syndicaux dans tout le pays. Le décret instituant le Front du Travail, une organisation regroupant de forces travailleurs, employés et entrepreneurs sous le contrôle du parti, fut publié 3 jours plus tard. Ley devint l'un des hommes les plus puissants d'Allemagne. Il était bègue. Selon le psychiatre du procès, le docteur Douglas M. Kelly de San Francisco, le défaut provenait d'un accident d'aviation en 1917 sur le front occidental, lorsque Ley se fractura le crâne en tombant de son avion. Lorsqu'il reprit conscience, il ne pouvait prononcer des phrases qu'avec un immense effort. Il découvrit qu'en buvant un peu, le bégaiement tendait à disparaître. Il but dès lors et buvait de tout, whisky, kirsch, vin, en quantité que ses propres camarades jugeaient excessive. Son surnom dans les cercles du parti était « l'ivrogne du Reich ». Il avait été capturé le 16 mai dans un chalet d'Obersalzberg, au sud de Berchtesgaden. Il était sous surveillance étroite depuis plusieurs jours car il avait déjà tenté de se débarrasser de lui-même, mais la capsule fut trouvée par un infirmier de la prison. Dans la nuit du 25 octobre, dans le bloc C de la prison de Nuremberg où les accusés avaient déjà été transférés, il déchira silencieusement son sous-vêtement sous les draps. Il attacha un morceau de serviette autour de son cou et le fixa à la tuyauterie de la chasse d'eau des toilettes. C'était suffisamment petit pour le faire sans nécessiter presque d'espace. Aucun bruit. Aucun gémissement. Un gardien, regardant à travers le judas, le trouva déjà sans vie. Selon le gardien qui entra dans la cellule cette nuit-là, la serviette avait été préparée avec une précision méthodique, qui contredisait l'image publique d'un homme toujours hors de contrôle. Assez petit pour le faire, dit le gardien. S'il avait été plus grand, il aurait rencontré des difficultés. Sur la table se trouvaient 2 lettres. Dans la première, il écrivit « Je ne peux plus supporter cette honte. Matériellement, il ne me manque rien. La nourriture est bonne, les Américains sont corrects et en partie amicaux. J'ai de quoi lire et je peux écrire ce que je veux. Je reçois papier et crayon. Ils font pour ma santé plus que nécessaire et je peux même avoir du tabac. Je peux faire tous les jours une promenade d'au moins 20 minutes. Mais ce que je ne peux pas supporter, c'est d'être considéré comme un criminel. » Dans la seconde, une sorte de testament politique, il écrivit « Je suis l'un des responsables des crimes commis par les nazis. Ayant été avec Hitler lorsque la chance lui souriait, je ne veux pas abandonner mon chef dans la disgrâce. Dieu a guidé tous mes actes, il m'a fait monter et maintenant il me laisse tomber. » 3 heures après sa mort, le cerveau de Ley fut extrait par le capitaine Clan et envoyé par avion à Washington pour étude. Le colonel Andrus ordonna un silence absolu, mais la nouvelle parvint à toutes les cellules avant l'aube. La réaction de Göring fut immédiate. Loué soit Dieu, cet ivrogne nous discréditait tous. C'était le 4e dirigeant à se retirer de la scène, après Hitler, Goebbels et Himmler. Andrus le prit comme un échec personnel. Depuis qu'on lui avait confié la tâche de diriger la prison de Nuremberg, il était obsédé par la sécurité. Il avait garanti que les accusés, sauf maladies imprévues, comparaîtraient en salle. Ley fut la première fissure dans cette garantie. Elle ne serait pas la dernière. La cage de Nuremberg. À la fin du mois d'août 1945, Andrus alla inspecter Nuremberg. Il parcourut la nouvelle prison attenante au palais de justice qui, en quelques semaines, allait accueillir ses prisonniers. Les travaux avaient été réalisés en un temps record par 2 jeunes officiers, le lieutenant Dan Keeley, un architecte du New Hampshire, et le capitaine John O. Vonetz de New York. En juillet 1945, quelqu'un leur avait dit avec toute l'informalité du monde « Vous devez faire en 1 mois le travail de 6 en préparant la prison et le palais de justice pour le plus grand procès du siècle. Faites-le comme vous voulez, demandez ce que vous voulez, mais le travail doit être terminé dans les premiers jours d'octobre. » Keeley et Vonetz sentirent leurs cheveux se hérisser. Keeley disposait d'un bataillon américain du corps du génie, d'une centaine de travailleurs civils et de 400 prisonniers de guerre.
Ces hommes devaient réparer 650 chambres sur les 3 étages de l'aile est du palais et reconstruire entièrement la partie ouest, détruite par les bombes incendiaires. Tout le premier étage devait être transformé en cafétéria à l'américaine capable de servir 500 personnes. Au 2e étage, une grande salle commune pour les journalistes du monde entier et d'autres petits bureaux avec des centaines de téléphones et de haut-parleurs. Au 3e étage, la salle d'audience, agrandie pour accueillir 4 juges et leurs remplaçants, 22 procureurs, 22 accusés, 8 interprètes, 8 secrétaires, 60 avocats et conseillers, 250 journalistes et photographes et 150 spectateurs. Quillet abattit des murs, construisit des balcons, installa des ascenseurs, reconstruisit des escaliers, monta la climatisation et les premiers appareils de traduction simultanée en 4 langues jamais utilisés dans un tribunal. Il fit venir par avion depuis New York des techniciens d'IBM. Il dépensa en un peu plus de 40 jours près d'1 million de dollars. La liste des matériaux était impressionnante. 130 000 kilos de ciment, 100 000 briques, 20 000 tuiles, 8 000 kilos de plâtre, 1 500 kilos de clous, 4 500 mètres carrés de verre, 10 000 tubes fluorescents et 335 000 mètres de câbles électriques. Il examina tout. À la fin, il fit une seule observation. « Je veux que les cadres des portes et fenêtres soient vernis en noir, comme les corbillards. » Lorsqu'il revint et constata que l'ordre avait été exécuté, il dit avec satisfaction « Maintenant, je peux venir avec mes prisonniers. » Le transfert depuis Mondorf eut lieu tout au long du mois d'octobre. Les hommes arrivèrent de différents camps de détention dans toute la zone alliée. À Nuremberg, les règles étaient différentes de celles du palace. Les accusés ne pouvaient parler que pendant les interrogatoires. La lumière des cellules restait allumée toute la nuit. Ils dormirent sur le dos, les mains sur les couvertures, visibles à tout moment. La règle était que les détenus se couchent de façon à montrer leur visage de face aux gardes. Lorsqu'ils tournaient le corps en dormant, le bras du soldat les ramenait à la position correcte. Parfois, on leur criait de le faire eux-mêmes. Les relèves de garde, plusieurs fois au cours de la nuit, étaient très bruyantes et les réveillaient habituellement. Le résultat était invariable. Le matin, ils étaient épuisés et avaient du mal à se concentrer. Après la chute de Ley, les mesures furent encore durcies. Un garde était placé en permanence devant chaque porte, avec ordre d'entrer en quelques secondes si nécessaire. Des contrôles stricts étaient effectués autour du bâtiment. On craignait des tentatives de sauvetage par des fanatiques nazis encore actifs dans la zone. Chaque accusé avait son avocat, choisi sur une liste ou proposé par l'accusé lui-même. Le tribunal voulait éviter toute critique sur l'intégrité du procès et accepta pratiquement tous les avocats proposés, même certains aux convictions nazies connues. La défense se plaignit dès le début de l'inégalité des moyens. Ils n'avaient pas de collaborateurs, pas de dossiers, pas de matériel de bureau, pas de bureau privé. 22 avocats partageaient une grande salle avec un seul téléphone dans un long couloir. L'accusation avait mis des années à préparer ses dossiers. La défense disposait de semaines seulement. Göring choisit comme avocat le docteur Otto Stammer, un homme petit, nerveux et agressif, à qui fut également confiée la mission de présenter au tribunal une requête pour invalider le procès dans son ensemble. À ses côtés, le docteur Robert Servatius, défenseur de Sokal, un géant aux cheveux clairs qui, des années plus tard, assurerait la défense d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Dönitz choisit le juge de la marine allemande Otto Kranzbühler, qui se présenta devant le tribunal en uniforme d'officier naval allemand et construisit l'une des défenses techniquement les plus solides du procès. Le 20 novembre 1945, à 10h15 du matin, par une matinée froide et grise, avec les peupliers et les bouleaux penchés par le vent du nord devant le palais de justice, le tribunal militaire international ouvrit la salle 600 pour le premier jour des audiences. La salle avait la forme d'un T et une légère inclinaison semblable à celle d'un cinéma. Dans la partie la plus large, les murs étaient recouverts de panneaux en chêne sombre avec des bas-reliefs représentant des scènes bibliques, l'arbre du péché, Adam et Ève, le serpent dans le paradis terrestre, Caïn et Abel. Sur le mur de gauche se trouvait le banc des accusés, avec 2 longs bancs en bois, l'un plus haut que l'autre. Devant ce banc, les tables des avocats et, au centre, la tribune réservée aux témoins et aux procureurs.
L'estrade des juges était très haute, avec de larges sièges semblables à ceux des chœurs d'église, surmontés d'un ensemble de drapeaux. Les sténographes occupèrent la partie basse. Les cabines en verre des interprètes étaient situées dans les angles. La salle pouvait accueillir 500 personnes, et ce premier matin, elle était pleine. Ils entrèrent par 3 à la fois par l'ascenseur qui reliait directement la prison à la salle. Keitel, 63 ans, en uniforme vert sans insigne. Von Papen, 65 ans, cheveux gominés, mouchoir dans la poche poitrine. Göring passa rapidement devant les autres, entra dans le banc avec un geste décidé et s'assit à l'extrémité gauche, près du micro. Pendant 218 jours, il ne quitterait pas ce siège. À ses côtés, Rudolf Hess, en costume en tweed, un livre d'histoire bavaroise entre les mains. À son arrivée à Nuremberg, Hess avait affirmé avoir perdu la mémoire. Le procureur Amen avait essayé de faire parler Göring lors d'un interrogatoire pour provoquer une réaction. Göring entra dans la salle, énuméra tous ses titres, maréchal du Reich, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre de l'Intérieur de Prusse, et Hess répondit à tout qu'il en était désolé, mais qu'il ne pouvait pas s'en souvenir. Quelques jours plus tard, lorsque la possibilité d'être déclaré inapte au procès se présenta, Hess prit la parole lui-même. « À partir de maintenant, ma mémoire est également disponible pour les autres. Les raisons de la prétendue perte de mémoire étaient tactiques. » Les procureurs notèrent cela en silence. Puis von Ribbentrop, prématurément vieilli. Kaltenbrunner, très mince, qui, lorsqu'il entra pour la première fois dans la salle, provoqua, selon le psychologue Gilbert, une vague glaciale sur le banc, comme si un courant froid était entré par la porte ouverte. Ses compagnons le reçurent avec froideur et tentèrent de l'ignorer. Il était le remplaçant de Himmler, l'homme que personne ne voulait avoir à côté de lui parce que sa présence rendrait inévitable que l'extermination des Juifs occupe toute l'attention de la salle. Alfred Rosenberg, silencieux et distant. Hans Frank, en noir, les yeux cachés derrière des lunettes sombres. Le bourreau de Varsovie s'était converti au catholicisme pendant sa détention et considérait le procès, selon les notes de Gilbert, comme un jugement divin. Wilhelm Frick, étourdi et nerveux. Julius Streicher, en costume à carreaux de coupe sportive et nœud papillon, qui dès le premier jour dénonça que le ministère public lui avait refusé le droit à un avocat défenseur antisémite. Dans la deuxième rangée, Karl Dönitz, avec le menton saillant et le cou de dinde. Erich Raeder, impassible. Baldur von Schirach, avec le visage d'un enfant ayant grandi trop vite. Fritz Sockel, gros et chauve. Alfred Jodl, très pâle. Arthur Seyss-Inquart, lunettes sur le nez aquilin. Albert Speer, 40 ans, le plus jeune des ministres d'Hitler, qui adopta dès le début une stratégie de distanciation par rapport au régime, ce qui l'éloigna aussi de ses compagnons de banc. Göring le considérait comme un traître. Konstantin von Neurath, le plus âgé, 72 ans. Hans Fritzsche, avec un tic insistant à l'angle de la bouche. Un des sièges resterait vide, celui de Robert Ley. Lorsque les accusés furent invités à se prononcer sur les charges retenues contre eux, Göring tenta de prononcer un discours avant de répondre. Le tribunal l'interrompit. Il devait se déclarer coupable ou non coupable. « Non coupable », dit-il alors avec insistance et ajouta « concernant les accusations ». C'était, comme le remarqua plus tard le fils de Jackson, une première indication de sa capacité à dire ce qu'il voulait plutôt que de répondre aux questions. Les autres firent de même. Keitel déclara pouvoir répondre avec la conscience tranquille devant Dieu et l'histoire. Von Papen affirma qu'il ne se considérait en aucun cas coupable. Aucun ne se déclara coupable. Tous savaient qu'ils seraient condamnés et tous voulaient néanmoins se défendre. Le psychologue judiciaire Gustav Gilbert, qui avait un libre accès aux cellules, commença à consigner systématiquement ce que les accusés se disaient entre eux pendant les pauses du procès. Son journal, publié pour la première fois en 1947 sous le titre « Nuremberg Diary », reste l'un des témoignages directs les plus importants sur le comportement psychologique des accusés pendant le procès. Ce que décrivait Gilbert n'étaient pas des monstres incapables de raisonner. C'étaient des hommes d'intelligence mesurée et enregistrée, chaque en tête avec 143 points, Göring et Dönitz partageant 138, Seyss-Inquart atteignant 141, et le plus faible, Streicher, avec 106,
qui avaient dirigé une machine de destruction continentale et qui refusèrent maintenant d'admettre que cela avait un lien avec eux. Ce qui les unissait, au-delà de leurs différences et de leurs rancunes mutuelles, était une seule chose: la conviction partagée, exprimée de différentes manières et avec des nuances variées, que ce n'était pas leur faute, que c'était Hitler, qu'ils obéissaient aux ordres, qu'ils ne savaient pas, que d'autres savaient, mais pas eux. La stratégie de Göring fut la plus audacieuse. Il se déclara responsable de tout ce que le gouvernement a fait, mais de rien qui fût un crime. Celle de Speer, la plus calculée. Il assuma la responsabilité générale du programme de travail forcé qu'il avait lui-même géré comme ministre de l'Armement, mais nia toute culpabilité personnelle, incrimina Sauckel, et présenta devant la salle l'histoire non vérifiée selon laquelle, à la fin de la guerre, il aurait même voulu assassiner Hitler. Göring ne lui pardonna pas. Nous n'aurions jamais dû lui faire confiance. Depuis le banc, les vieux camarades se regardaient comme ce qu'ils étaient devenus. Des rivaux dans une compétition dont le prix était la vie, ou du moins les années qui leur restaient. Le 1er octobre, les verdicts. Les 150 journalistes accrédités avaient envoyé en 218 jours plus de 14 millions de mots. 2630 documents à charge et 2700 de la défense avaient été présentés dans la salle. Des témoins avaient déposé, décrivant devant le tribunal des faits que l'esprit humain refusait de traiter comme réels. Le 3 janvier 1946, un témoin nommé Otto Ollendorf avait comparu devant le tribunal. Le psychologue Gilbert, qui l'observait depuis le banc, décrivit ensuite que les accusés semblèrent rester paralysés lorsque cet officier allemand parla. Gilbert lui avait simplement demandé ce qu'il avait fait pendant la guerre. Ollendorf répondit qu'en 1941, il avait dirigé le groupe d'opération D. Combien de personnes son groupe avait-il tué? 90 000 hommes, femmes et enfants en une seule année. Les Einsatzgruppen, 4 groupes d'opération qui suivirent les troupes allemandes dans les territoires occupés de l'Est, avaient rassemblé des Juifs et d'autres considérés comme indésirables, tziganes, commissaires politiques, patients d'hôpitaux psychiatriques, et les avaient assassinés à ciel ouvert. Göring, pendant qu'Ollendorf parlait, murmura à son voisin « Qu'espère gagner ce porc ?»« On le pendrait de toute façon, » ajouta-t-il. Mais son regard n'était déjà plus le même. Le 29 novembre 1945, lors de l'une des séances les plus précoces, l'accusation avait projeté sur un écran géant le document 2430 PS, un film certifié d'1 heure sur les camps de concentration nazis. Les images avaient été filmées par des caméramens alliés au moment de la libération. Les accusés, qui jusque-là avaient maintenu des expressions de défi ou d'indifférence calculée, virent les images et certains pleurèrent. Le psychologue Gilbert se retourna et demanda directement à Göring, Dönitz et Hess si personne n'avait rien su. Göring répondit « Eh bien, tu sais comment c'est, ceux d'en haut ne savent pas grand-chose. » Le lendemain, comme si la nuit lui avait servi à recalibrer sa position, il recommença à faire semblant de lire un livre pendant les séances, bâillant visiblement et faisant des commentaires sarcastiques à voix basse à Hess et von Ribbentrop. À la barre des témoins, le 13 mars 1946, ce fut le tour de Göring. Il attendait ce moment depuis 4 mois. Il avait surmonté sa dépendance aux opiacés, avait repris du poids et de la clarté et entra à la barre avec la même énergie qui, selon la presse, rappelait l'agitateur qui, dans les années 20, avait pris d'assaut le pouvoir aux côtés de Hitler. Son apparition fut spectaculaire. Gominé, la tête haute et le regard défiant, il mena les séances là où cela lui convenait. Il savait l'anglais, mais le procureur Jackson ne comprenait pas l'allemand. Pendant que les questions étaient traduites, Göring méditait ses réponses, ce qui le faisait paraître agile et sûr de lui. Jackson devait attendre patiemment, chose à laquelle une vie professionnelle développée dans les tribunaux de première instance de son pays ne l'avait pas habitué. Dans une scène devenue célèbre, Göring réussit à faire perdre patience à Jackson et à lui faire jeter les écouteurs sur la table. Désespéré, Jackson en vint à envisager de se retirer du procès. L'accusation anglaise le convainquit de ne pas le faire. Même le juge français Donnedieu de Vabre reconnut en privé que Göring était doté d'une certaine distinction. L'avocat de Speer, son ennemi mortel sur le banc, ne put s'empêcher de s'exclamer « Ce Göring est tout un homme, un véritable matador ». Baldur von Schirach, qui à Nuremberg se repentit publiquement de son passé nazi, admit
Maintenant, je comprends pourquoi il était si populaire. Mais les documents étaient les documents. On ne pouvait pas contre-interroger un document, disait le fils de Jackson en résumant la stratégie de son père. Les archives des ministères, les comptes rendus sténographiques des réunions de Hitler avec ses généraux, les journaux de Jodl trouvés derrière un mur factice dans un château de Rhénanie, les archives du ministère des Affaires étrangères découvertes dans une mine de sel de Marbourg, les ordres d'exécution signés par Kaltenbrunner que les enquêteurs trouvèrent jetés sur le sol dans des bureaux de la Gestapo. Tous portaient des signatures, tous portaient des dates, tous portaient des noms. Le commandant Coogan de l'armée américaine, qui avait examiné plus de 100 000 documents pour sélectionner les 4 000 plus pertinents, réduits ensuite à 2 000 en raison des limitations de temps du procès, décrivit la découverte de la collection complète de journaux et de correspondances d'Alfred Rosenberg. Ce que nous avons trouvé suffisait, à lui seul, pour l'envoyer à la potence. Cela démontrait sa responsabilité directe dans le massacre de millions de Juifs et de déportés. Après 218 jours d'audience, les 8 juges du tribunal militaire international se retirèrent pour délibérer pendant 4 semaines. Le cœur de l'accusation, le chef de conspiration, préoccupait particulièrement les Américains. Pouvait-on considérer comme conspirateur infâme un subalterne obtus comme Keitel, dont le surnom sur le banc était « laquais » ? Les juges français rejetaient à la fois la peine de mort et l'acquittement dans certains cas. Les juges soviétiques étaient convaincus que tous les accusés, sans exception, méritèrent la mort. Les délibérations furent tendues. Certains verdicts furent décidés rapidement. D'autres générèrent une controverse que les juges supprimèrent du registre officiel. Le 1er octobre 1946, le monde se tourna de nouveau vers Nuremberg. Les accusés entrèrent dans la salle un par un. Les caméras avaient été interdites pour ce moment, bien que les photographes eussent enregistré tout le procès pendant des mois. Des reporters radio et des journalistes de presse étaient présents. Avant de connaître leur sentence, le 31 août, le tribunal avait accordé aux accusés l'occasion de prononcer quelques dernières paroles. La plupart affirmèrent avoir agi de bonne foi ou avoir suivi des ordres. Göring révéla au psychologue légiste ce qui serait aussi le contenu de sa note de chute. « Je n'ai pas voulu provoquer une guerre. J'ai fait tout mon possible dans les négociations pour l'éviter. Lorsqu'elle a éclaté, j'ai fait tout mon possible pour assurer la victoire. Je me suis trompé. Je n'ai pas été capable d'éviter ce qui aurait dû être évité. C'est ma faute. » Keitel déclara qu'il était tragique de devoir reconnaître que le meilleur que j'avais à donner comme soldat, l'obéissance et la loyauté, a été utilisé à des fins méconnaissables et que ne pas avoir vu que l'accomplissement du devoir d'un soldat à une limite était son destin. Speer souligna que le monde apprendra de ces événements non seulement à haïr la dictature comme forme de gouvernement, mais à la craindre. Le tribunal les appela par ordre. Göring fut le premier. Sur la base des chefs d'accusation pour lesquels il fut déclaré coupable, mort par pendaison. Rudolf Hess, réclusion à perpétuité. Joachim von Ribbentrop, mort par pendaison. Wilhelm Keitel, mort par pendaison. Ernst Kaltenbrunner, mort par pendaison. Alfred Rosenberg, mort par pendaison. Hans Frank, mort par pendaison. Wilhelm Frick, mort par pendaison. Julius Streicher, mort par pendaison. Fritz Sauckel, mort par pendaison. Alfred Jodl, mort par pendaison. Martin Bormann, dont le sort restait un mystère, bien que des preuves ultérieures confirmeraient qu'il était mort à Berlin en mai 1945, condamné à mort par contumace. Baldur von Schirach et Albert Speer, 20 ans de prison. Karl Dönitz, 10 ans de prison. Erich Raeder, réclusion à perpétuité. Walter Funk, réclusion à perpétuité. Constantin von Neurath, 15 ans de prison. Franz von Papen, acquitté. Hjalmar Schacht, acquitté. Hans Fritsch, acquitté. Tous trois se montrèrent soulagés devant la presse. Le juge Jackson, qui n'avait même pas envisagé la possibilité d'acquittement, le reçut comme un coup inattendu. 12 des condamnés montraient à l'échafaud. Les exécutions étaient programmées pour la nuit du 15 au 16 octobre 1946. La nuit des pendus. Les Alliés avaient discuté pendant des mois de la meilleure manière d'exécuter les sentences. Ils hésitaient entre la potence et la guillotine. Les Soviétiques, habitués à leur propre procédure,
Dans les procès contre les criminels de guerre tenus en URSS depuis 1943, les prisonniers condamnés étaient pendus devant d'immenses foules de spectateurs quelques minutes à peine après la lecture de la sentence, n'étaient pas disposés à retarder trop l'exécution. Le bras de fer sur les délais d'appel dura jusqu'au début septembre 1946, lorsqu'un compromis fut trouvé. 4 jours pour déposer l'appel auprès du Conseil de contrôle allié, qui n'était pas un organisme judiciaire mais politique. La Grande-Bretagne avait déjà ordonné qu'aucune réduction de peine ne soit accordée. Cette décision provenait du Premier ministre travailliste Clement Attlee, et naturellement elle fut respectée. Les appels furent rejetés. Le responsable de l'exécution des sentences était le sergent John C. Woods. Il était petit mais costaud. Il avait menti à l'armée pour obtenir le poste, se faisant passer pour un bourreau aguerri, bien qu'avant 1944, il n'ait eu aucune expérience. En fait, à 18 ans, il avait rejoint l'US Navy, mais il en fut libéré, déclaré inapte avec un diagnostic de infériorité psychopathique. Il réintégra l'armée quelques années plus tard, faisant taire son passé. Il pendit environ 34 soldats américains en 1944 et 1945 et participa à 11 autres pendaisons. Tel était son curriculum lorsqu'il affronta les exécutions de Nuremberg. Il avait été choisi au détriment d'Albert Pierrepoint, son célèbre collègue britannique, issu d'une famille de bourreaux. Son père et son oncle avaient exercé la même profession, et dont l'efficacité était proverbiale. Andrus, sans vérifier le dossier militaire de Woods, le préféra à lui. Woods avait ses propres préoccupations. Il n'avait pas pu mesurer la taille des condamnés, ni connaître leur poids exact, ni évaluer leur constitution. À l'exception de Göring, aucun n'était particulièrement corpulent, et même le maréchal du Reich avait beaucoup perdu de poids en captivité. Il s'était contenté des photographies qui lui avaient été remises et d'une brève visite à la salle du tribunal. Il faisait confiance aux cordes de chanvre italiens de la firme Edgington, fournisseurs officiels des exécutions pour le Royaume-Uni qui lui étaient parvenus d'Angleterre. Elles étaient solides, de 3 mètres de longueur. Le cuir de veau dont elles étaient recouvertes favorisait le glissement du nœud. Artisanale, leur fabrication nécessitait près d'1 semaine de travail chacune. Cela, au moins, le rassurait. Pendant plusieurs jours précédant l'exécution, il s'entraîna dans le gymnase du palais de justice, répétant presque obsessionnellement les mécanismes de la potence avec des sacs de 90 kilos remplis de sable. Chaque nuit, il était ramené à son quartier de l'aérodrome de Fürth, où il logeait au milieu de mesures de sécurité discrètes mais efficaces. On croit que 2 fois il a failli être tué, une fois par empoisonnement après des exécutions à Dachau et une autre fois lors d'une fusillade à Paris. Dans les 2 cas, on supposa que les auteurs étaient des membres du Werwolf, le mouvement de résistance nazi clandestin. Les bruits métalliques des marteaux, des scies et des clous parvenaient depuis la cour jusqu'aux cellules des condamnés. C'était dans celle de Julius Streicher qu'on les entendait le plus intensément. Streicher demandait au coiffeur de la prison, un Allemand nommé Hermann Wittkamp. « Vont-ils finir bientôt de construire nos potences ? Écoutez, je monterai courageusement les marches. J'ai déjà pensé à quelles seront mes dernières paroles. » Le Conseil de contrôle avait autorisé la présence de 45 personnes lors de l'exécution. Aux délégués des 4 puissances, le soviétique Molotov et 3 généraux occidentaux, s'ajoutaient 8 journalistes parmi les 450 accrédités, des photographes, des médecins et des fonctionnaires alliés, ainsi que 2 politiciens allemands au service des puissances occupantes, le procureur Friedrich Leistner et le président de Bavière, Wilhelm Högner. Ces 2 derniers accompagnèrent le colonel Andrus pour notifier aux condamnés, un par un, que leur demande de clémence avait été rejetée. Le premier fut Streicher qui se contenta de marmonner, visiblement irrité. Je le savais déjà. KTR, BKTR, IKTR, EKTR, NKTR, KTR, QKTR, UKTR, EKTR, KTR, LKTR, ES Autorité eussent décidé que les condamnés ignorent la date exacte de leur exécution, d'une manière ou d'une autre, tous la connaissaient. Leurs activités du dernier jour, le 15 octobre 1946, le trahissaient. Göring resta étendu sur sa couche avec un roman de Fontane au lieu de faire ses habituelles promenades dans la cour. Von Ribbentrop passa son temps à écrire des lettres et à lire Gustav Freytag. Rosenberg préférait Rudolf G. Binding.
Jodl se plongea dans Knut Hamsun, le Nobel norvégien qui avait publiquement soutenu Hitler. Keitel lisait des récits de Paul Alverdes. Streicher lisait Der Soldat de Mirko Jelušić. Frick lisait Hannibal, également de Jelušić. Sokal s'occupait avec la jeunesse de grands Allemands de l'histoire. Seyss-Inquart avec les conversations avec Goethe de J.P. Eckermann. Hans Frank rassembla une partie du personnel allemand de la prison et leur parla des merveilles de la cathédrale Saint-Pierre à Rome, puis lut à voix haute la poésie de Ludwig Thoma et passa le reste de la journée à écrire des lettres. Avec Kaltenbrunner et Seyss-Inquart, il alla à la messe, se confessa et communia. À 3h30 de l'après-midi du 15 octobre, Göring rédigeait une lettre. Ce n'était pas celle qui serait publiée comme sa note de mort, c'en était une autre, trouvée sans date parmi ses effets personnels, dans laquelle il écrivait « Je trouve d'un goût extrême de mauvais goût d'exposer nos morts comme si c'était un spectacle pour les journalistes, photographes et curieux avides de sensationnalisme. Je mourrais sans toute cette sensation et cette publicité. Laissez-moi répéter une fois de plus que je ne ressens aucune obligation morale ou autre à me soumettre à la sentence de mort ou à l'exécution de mes ennemis et de ceux de l'Allemagne. Ce que je vais faire, je le ferai avec joie, et je considère la mort comme une libération. » Et il la signa, Hermann Göring. La prison de Nuremberg fut renforcée par des chars et des canons anti-aériens. Jusqu'au dernier jour, Andrus fut obsédé par la crainte qu'un groupe de fanatiques nazis tente de libérer les condamnés. Les 11 qui restaient, Göring serait le 12e avant que vînt son tour, étaient surveillés minute par minute. Il dormait sur le dos, les mains visibles, sous lumière permanente. Göring avait demandé formellement qu'on le fusille plutôt que de le pendre. C'était, argumenta-t-il, la mort d'un soldat. La demande fut rejetée. Quelques mois auparavant, Göring avait établi une relation de confiance avec un garde américain nommé Tex Willis. Selon l'enquête ultérieure, en échange d'une photographie signée, Willis aurait retiré de la mallette de Göring certains objets sans les enregistrer correctement. L'enquête n'aboutit jamais à une conclusion définitive. Ce qui est certain, c'est qu'une capsule de cyanure resta cachée pendant des mois dans la cellule du maréchal du Reich sans qu'aucune inspection ne la découvre. Lorsque, après les exécutions, le colonel Andrus ordonna une fouille approfondie des cellules de tous les condamnés, il y découvrit un petit arsenal que personne n'avait détecté. Une vis en acier dans celle de von Neurath, une bouteille en verre dans celle de von Ribbentrop, dans celle de Keitel, une épingle de sûreté. 4 écrous métalliques, 2 petits morceaux de fer et une bande d'acier tranchante, dans celle de Schacht, une corde d'1 mètre de long, dans celle de Jodl, un fil de fer de 30 cm. Dönitz avait noué 5 lacets de chaussures. Même Sokal possédait une cuillère au bord tranchant. Dans l'après-midi du 15 octobre, peu avant 10 heures du soir, le médecin de la prison, le docteur Pflücker, rendit visite à Göring comme à son habitude. Ils parlèrent pendant environ 3 minutes à voix basse. Pflücker lui remit quelque chose que Göring mit dans sa bouche. Ensuite, il lui prit le pouls et lui serra la main. Göring s'allongea sur sa couche. Il resta complètement immobile pendant un quart d'heure, face au mur, les yeux recouverts par ses mains. À 22h44, le 15 octobre, il étendit les 2 bras le long du corps. Quelques secondes plus tard, il serra fortement les dents, produisant un craquement de verre, suivi d'une convulsion qui secoua tout son corps. Le soldat de garde donna l'alarme. Lorsque les officiers arrivèrent, le médecin et l'aumônier avaient déjà constaté son décès. Hermann Göring, la vedette principale du procès, avait réussi son coup. Dans sa note de mort, il écrivit « Je n'ai pas voulu provoquer une guerre. J'ai fait tout mon possible dans les négociations pour l'éviter. Lorsqu'elle a éclaté, j'ai fait tout mon possible pour assurer la victoire. Je me suis trompé. Je n'ai pas été capable d'éviter ce qui aurait dû être évité. C'est ma faute. » Et dans la lettre qu'il avait rédigée cet après-midi-là, non destinée à la postérité mais au présent, il affirmait clairement qu'il n'y avait aucune culpabilité, seulement un refus final et délibéré de mourir sur la scène que d'autres avaient préparée pour lui. La chute du maréchal du Reich fit la une de la presse internationale avant même que les exécutions ne commencent. Les journaux du matin portaient déjà une typographie de guerre. Le corps de Göring fut amené dans la salle d'exécution avec les autres. Passé 0h07, le 16 octobre 1946, le sergent Woods et son assistant montèrent sur la plateforme de la potence.
Le gymnase du palais de justice, une salle de 10 sur 24 mètres, aux murs plâtrés parcourus de nombreuses fissures qui sentaient le café, le whisky et le tabac blond américain, abritait 3 gibets en bois peints en noir. La plateforme se trouvait à 2,5 mètres de hauteur. 2 gibets seraient utilisés alternativement. Le 3e restait en réserve. Les témoins, semi-cachés dans l'obscurité, étaient à peine visibles pour les détenus. Chaque corde ne servait qu'une seule fois. Les condamnés disparaissaient de la vue lorsque la trappe s'ouvrait, et c'est là que se produisait la lutte de l'homme avec la mort. Les condamnés seraient exécutés un par un, mais les autorités ne voulèrent pas que la cérémonie s'éternise. Aussi les policiers militaires appelaient-ils un détenu alors que le précédent pendait encore à la corde. Le journaliste radio Arthur Gaët fut l'un des rares témoins autorisés et décrivit ce qu'il vit dans une diffusion en direct pour les stations américaines. « J'ai été témoin oculaire de l'exécution de la fleur fanée et pourrie du nazisme. » Von Ribbentrop avait pris la place de Göring. Il fut le premier à monter. Il entra dans le gymnase avec une expression stoïque, bougea à peine la tête pour voir les 3 gibets et garda les yeux fixés droit devant sur le chemin vers l'échafaud. Il fallut lui demander 2 fois son nom avant qu'il réponde de manière audible. Sur la plateforme, avant qu'on lui mette la cagoule, il prononça ses dernières paroles en allemand. « Que Dieu protège l'Allemagne. Mon dernier souhait est que l'Allemagne retrouve son être et qu'un entendement soit atteint entre l'Est et l'Ouest. Je souhaite la paix dans le monde. » On lui remplaça les menottes par une bande de cuir pour l'empêcher de porter les mains à sa gorge lorsque la corde lui briserait le cou. Son corps tomba rapidement dans la trappe sans émettre un gémissement. Von Ribbentrop mourut à 1h29 du matin. Ribbentrop pendait encore à la corde, il ne s'était écoulé que 2 minutes depuis son exécution, lorsque le Feldmarschall Wilhelm Keitel fut introduit dans la salle. Il semblait moins tendu que Ribbentrop, mais garda la tête haute, caractéristique sur le chemin de l'échafaud. Du haut de la plateforme, il observa les présents avec une arrogance prussienne caricaturale. À voix haute et claire, il se souvint de ses fils morts au combat. « Je prie Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié du peuple allemand. Plus de 2 millions de soldats allemands ont trouvé la mort en combattant pour la patrie avant moi. Maintenant, je rejoins mes fils. Tout pour l'Allemagne, l'Allemagne avant tout. » La trappe s'ouvrit sur la plateforme numéro 2 à 1h33. Les exécutions subirent un petit retard car Keitel et Ribbentrop pendaient encore et l'ont permis aux présents de fumer. 2 médecins, l'un américain et l'autre soviétique, certifièrent le décès du premier exécuté. Kaltenbrunner entra ensuite. Il marcha avec détermination vers la potence en s'humectant les lèvres à plusieurs reprises. Sur la plateforme, il se tint face à un aumônier catholique de l'armée américaine. « J'ai aimé mon peuple allemand et ma patrie de tout mon cœur, dit-il. J'ai accompli mon devoir conformément aux lois de mon peuple, et je regrette qu'en ces temps mon peuple ait été dirigé par des personnes qui n'étaient pas des soldats, et que des crimes aient été commis dont je n'avais pas connaissance. » Il monta les marches profondément troublé, visiblement pâle, ses dernières paroles pendant qu'on lui ajustait la corde. « Bonne chance, Allemagne. » La trappe s'ouvrit à 1h39. Alfred Rosenberg entra dans le gymnase totalement serein. Il semblait même ennuyé. Il ne voulut rien dire lorsqu'on lui posa une question. Bien qu'accompagné d'un pasteur protestant, il répondit négativement lorsque celui-ci lui demanda s'il voulait prier. Instant avant que le bourreau ne lui mette la cagoule, il regarda le pasteur sans ajouter un mot. Ce fut l'exécution la plus rapide de la nuit. Hans Frank souriait légèrement bien qu'il avalât souvent sa salive. Converti au catholicisme en prison, il considérait son exécution comme un acte d'expiation. À voix très basse, il prononça ces dernières paroles. « Je remercie pour le traitement aimable dont j'ai bénéficié pendant ma captivité, et je prie Dieu de m'accueillir dans sa miséricorde. » Lorsque la cagoule fut placée sur sa tête, il avala de nouveau sa salive. Lorsque Wilhelm Frick entra dans la salle, il était déjà 2h05. Il était agité, mais pas effrayé. Il trébucha sur la dernière marche. Lorsqu'on lui mit la cagoule, il se contenta de dire « Longue vie à l'Allemagne éternelle ». Julius Streicher n'hésita pas à affronter ses bourreaux. Lorsqu'on le conduisit devant l'échafaud et qu'il fixa le groupe de témoins, il éclata d'un ton stentorien « Heil Hitler !» Lorsqu'on lui demanda son nom, il répondit avec mépris « Vous savez très bien mon nom ».
L'interprète répéta la question. Streicher répondit de nouveau « Julius Streicher ». En montant les marches, il murmura « Maintenant je vais avec Dieu ». Déjà sur la plateforme, il se tourna vers les témoins et lança son dernier cri « Purim Fest 1946 ». Il faisait ses adieux au monde en réaffirmant la foi antisémite qu'il avait soutenue toute sa carrière. Pour rappel, Purim est une fête juive célébrant la survie du peuple juif face à l'extermination planifiée par Haman au 5e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque la trappe s'ouvrit, Streicher se mit à donner des coups de pied avec toute son énergie. On put entendre les râles de son agonie pendant un moment, jusqu'à ce que le bourreau doive descendre en bas. Ce fut la mort la plus longue de la nuit. Fritz Sauckel prétendit jusqu'au dernier moment que sa sentence était due à une erreur de traduction. Ses dernières paroles furent « Que Dieu protège l'Allemagne et la rende grande à nouveau. Vive l'Allemagne, que Dieu protège ma famille. » Sauckel se débattit également pendant un long moment. Le nœud n'était pas bien serré et pendant quelques instants, on put clairement entendre un gémissement étouffé. Alfred Jodl était visiblement nerveux, le visage émacié et la bouche sèche. Il monta avec une certaine difficulté les marches menant à la potence. Une fois là, il prononça ses dernières paroles d'une voix assurée. « Je te salue, mon Allemagne !» Le dernier à monter les marches fut Arthur Seyss-Inquart, aidé par les gardes à cause de difficultés à marcher provoquées par son pied déformé. Homme d'une grande intelligence, il n'avait jamais douté qu'il serait condamné à mort et avait préféré affronter le procès avec loyauté envers la cause qu'il avait défendue toute sa vie. Il n'avait jamais renié Hitler, pas une seule fois. D'une voix décidée, bien que basse, il prononça ces dernières paroles. « J'espère que cette exécution sera le dernier acte de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et que la leçon tirée de cette guerre sera qu'il doit y avoir paix et compréhension entre les peuples. » Il était 2h45 le 16 octobre 1946. À chaque trappe qui tombait, la nuit avançait sur Nuremberg. Les corps furent photographiés. Cette même nuit, ils furent transportés à Munich dans des camions militaires. Avant l'aube du 16 octobre 1946, les restes des 12 condamnés, y compris celui de Göring, furent incinérés. Les cendres furent jetées dans l'Isar, près de Munich, afin qu'aucun lieu ne puisse devenir un lieu de pèlerinage. Il n'y aurait pas de tombe. Il n'y aurait pas de monument. Il n'y aurait aucun point sur la carte pour vénérer ce qu'ils avaient représenté. De nombreuses années plus tard, dans les dernières heures du 31 janvier 1977, un vieux colonel de l'armée américaine se redressa soudain dans son lit de mort et, les yeux grands ouverts et le regard perdu au loin, s'exclama avec angoisse « Je dois atteindre la cellule de Göring, il s'est suicidé !» Le colonel Burton C. Andrus mourut peu après. Göring l'avait poursuivi jusqu'au bout. Ceux qui survécurent. Les condamnés à la prison furent transférés à la prison de Spandau, dans le secteur britannique de Berlin. Albert Speer accomplit intégralement ses 20 ans et fut libéré en 1966, publiant des mémoires qui le dépeignent comme un technocrate qui ne voulut pas voir ce qui se passait autour de lui. Le tribunal pénal de Nuremberg, en République fédérale d'Allemagne, réexaminerait cette caractérisation quelques années plus tard. Baldur von Schirach accomplit également ses 20 ans. Karl Dönitz fut libéré en 1956 après avoir purgé ses 10 ans. Erich Raeder, condamné à la réclusion à perpétuité, fut libéré pour raison de santé en 1955 à 79 ans. Walter Funk, également condamné à la réclusion à perpétuité, fut libéré en 1957. Rudolf Hess, le seul condamné à la réclusion à perpétuité qui ne fut pas libéré par anticipation, resta à Spandau pendant de nombreuses années comme unique détenu, jusqu'en 1987, lorsqu'il mourut à 93 ans dans des circonstances jamais totalement élucidées. Il souffrait d'une arthrite si sévère qu'il pouvait à peine marcher. Ces dernières décennies à Spandau se déroulèrent dans une cellule d'un bâtiment conçu pour 400 hommes. Franz von Papen, Hjalmar Schacht et Hans Fritzsche furent acquittés à Nuremberg, bien que les trois furent ensuite jugés par des tribunaux de dénazification allemands et condamnés à différentes peines. Von Papen mourut en 1969. Schacht vécut jusqu'en 1970 et reprit son travail comme banquier privé. Fritzsche mourut en 1953.
Le général Telford Taylor, qui avait fait partie de l'équipe du parquet américain, organisa dans les années suivantes 12 procès supplémentaires à Nuremberg, les soi-disant procès secondaires, contre des médecins ayant pratiqué des expériences humaines, des juges ayant appliqué des lois raciales, des généraux responsables de massacres de civils, des industriels ayant utilisé le travail forcé et des fonctionnaires des SS directement impliqués dans le fonctionnement des camps d'extermination. Le procès principal, cependant, avait établi quelque chose que le droit international n'avait pas affirmé avec autant de clarté auparavant: que les dirigeants d'un État pouvaient être jugés personnellement pour les crimes commis au nom de cet État, que l'obéissance due n'était pas une défense suffisante, que la guerre d'agression était, en soi, un crime. Les sentences de Nuremberg furent incorporées dans la Charte des Nations Unies. La Cour pénale internationale, fondée à La Haye en 2002, est l'héritière directe de cette logique juridique.